Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de devenir photographe. Alors aujourd'hui, on va pas parler retouche, on va parler prise de vue. C'est-à-dire qu'en gros, comment j'ai obtenu un effet déjà pratiquement correct dès le départ pour avoir un peu la photo ici. La photo ici, c'est un mélange de deux photos, mais qui dès le départ en fait avait déjà une bonne prise de vue. C'est-à-dire je suis parti de cette photo ici et de celle-ci. Je vais vous expliquer pendant le tutoriel pourquoi j'ai choisi ces deux photos. Alors, ce petit tutoriel pour répondre à certaines questions que j'ai vues sur mon blog et surtout pour corriger certaines erreurs que j'ai pu voir apparaître sur mon blog. Donc, c'est-à-dire que certaines personnes apparemment sont tombées sur les quelques blogs qui sont complètement foireux. Je dis bien quelques parce que je dirais que 90% des blogs sont réellement tenus par des vrais passionnés, des gens qui s'y connaissent réellement. Mais on va dire que de plus en plus, malheureusement, vu que la photo aujourd'hui est un marché en pleine extension, il y en a qui essayent de gagner de l'argent alors qu'ils y connaissent rien du tout. Se gagner de l'argent avec la photo, pourquoi pas? Si on s'y connaît et puis qu'on instruit vraiment les gens, pourquoi pas? Mais là, en fait, ils y connaissent rien du tout. De toute façon, quand vous arrivez sur un site où vous voyez la description du photographe qui commence par vous dire j'y connais strictement rien, mais je vais t'apprendre comment faire. Par exemple, un des sites les plus connus aujourd'hui, il faut savoir que le mec fait des photos depuis seulement 3 ans et il écrit lui-même, je ne mens pas, il écrit, il y a un article il y a moins de 6 mois, où il commence tout juste à faire des photos à peu près potables, mais malgré ça, il veut apprendre à tout le monde comment faire. C'est-à-dire que par exemple, ce que vous avez là sous les yeux, il n'est pas capable de le faire. Le truc, c'est que, en fait, pour savoir si le site est valable ou pas, très simple, toutes les personnes qui font des tutoriels et qui sont pas fichus capables de faire des photos pour illustrer leurs propos, c'est-à-dire qu'ils prennent les photos des autres, vous voyez le copyright en dessous, eh bien en fait tout simplement barrez-vous. Je suis désolé, moi pour faire un tutoriel, je descends dans la rue, je fais ma photo, ou je suis en studio, ou je prends une personne en photo, pour faire spécialement une photo pour le tutoriel, pour faire voir que ce que je dis, bah tout simplement je sais déjà le mettre en pratique, et ça fonctionne. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, on va dire. J'avais envie de le dire parce que malheureusement, il y a de 7 à 10% je dirais, de blogs que j'ai vus où c'est vraiment du délire total, où ils disent tout et n'importe quoi. Mais par contre, tous ceux où j'ai vu qu'ils illustrent avec leurs photos, bah déjà le fait d'illustrer avec leurs photos, vous êtes capable de voir la qualité de la photo et de voir si c'est bon ou si c'est pas bon. S'ils illustrent avec des photos des autres, déjà, c'est pas bon signe. Enfin bref, on va s'arrêter là, sinon je suis un passionné, donc je vais m'emballer. Alors, le truc, on va voir aujourd'hui comment j'ai fait cette photo-là. Pourquoi j'ai travaillé cette photo-là de cette façon-là et quels sont, dès la prise de vue, en fait, les éléments que j'ai pris en compte. Alors, comme je vous le disais dans l'intro et mon coup de gueule, je ne parlerai pas de retouche aujourd'hui, on va parler de prise de vue. C'est une chose qui est de plus en plus demandée sur mon blog et comme je vais vous donner des cours directement en ligne à partir de janvier, donc un aperçu, on va dire, de ce que vous verrez pendant ces cours-là par exemple. Donc ici, en fait, j'ai travaillé beaucoup sur l'effet de perspective. Ici, je suis en 17 mm sur un full frame puisque je suis avec un Canon 5D Mark III. Donc ici, je suis en full frame, c'est-à-dire qu'en gros, c'est du vrai 17 mm. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la différence entre le full frame et l'APS-C, c'est-à-dire entre les grands et les petits capteurs, je vous renvoie vers le tutoriel. Alors si vous êtes sur YouTube, le lien est sous la vidéo, vous verrez perspective et le lien avec, qui est sur mon deuxième blog, qui est sur mon site en fait, Deviens photographe, donc où je vous explique de long en large ce que c'est et comment ça fonctionne. Pour ceux qui sont sur mon blog, tout simplement c'est dans la description avant, c'est pour ça que je vous conseille d'aller plutôt sur mon blog pour voir les vidéos, parce que du coup ça vous permet de voir les descriptions et les ressources si jamais il y en a. Donc, je suis parti de cette photo-là en 17 mm. Pourquoi? Tout simplement, plus vous allez vous écarter du 50 mm, qui est la vision réelle, on va dire, de l'être humain au niveau des perspectives, plus vous allez aller vers le grand angle, c'est-à-dire 17 mm, 10 mm, 10 mm ce serait beaucoup plus déformé par contre, et plus vous allez avoir cet effet de perspective. Plus je serai en 50 mm, et moins j'aurai l'impression que le pont est long. C'est-à-dire que plus ça va avoir la vision réelle. Ceux qui connaissent ce pont-là, vous verrez qu'à l'œil nu, là, en fait, sur la photo, il paraît pratiquement 2 fois plus long. Parce que là, c'est juste un côté du pont. On a pratiquement, oui, la longueur du pont réel, là, en fait, en vrai. Donc, du coup, 17 mm. Ce qui fait aussi que je peux voir la tour Eiffel en entier sous le pont. Si j'étais en 50 mm, déjà, je ne serais pas juste contre le bord du trottoir ici, je serais de l'autre côté de la rue. Parce que vu que je suis en 17 mm, c'est-à-dire que 50 mm, c'est plus de 2 fois plus gros. Donc pour avoir exactement le même point de vue au niveau du pont, il faudrait que je sois 2 fois plus loin. Donc je serai de l'autre côté de la rue.
Le truc, c'est que du coup, la tour Eiffel, elle, grossirait au fur et à mesure. Alors, je vous ferai un tutoriel vidéo spécialement sur l'effet des objectifs et des perspectives, mais là, c'est pas le but du truc. Donc, en gros, pour vous dire, si j'étais avec un zoom plus gros, ben en fait, le haut de la tour Eiffel serait coupé sous le pont et j'aurais pas cet effet de perspective de longueur au niveau du pont. D'où l'effet, le choix de technique au départ du 17 mm. Donc je vais vous faire voir, je suis parti de 4 photos différentes et j'ai obtenu en fait cet effet de lumière là qui est voulu justement, et c'est ce que je voulais aussi, sans pour autant avoir les inconvénients. Pour obtenir ça, il faut avoir faut fermer l'objectif en fait. Donc du coup un temps de pause long et du coup il y a les voitures qui ont le temps de passer. Donc je vais vous faire voir les 2 photos sur lesquelles je suis parti, mais j'en ai pris 4 en tout. La première, je suis en f4, 17 mm, ISO 100 à 1 seconde 25. Alors toutes les photos, les 4 photos ont été prises en 17 mm, ISO 100. On va pas revenir là-dessus. Du coup, il me reste que 2 bras, on va dire, du triangle d'or pour travailler sur ma lumière, la vitesse et l'ouverture. Je vous renvoie vers les cours de base, je donne des stages si vous voulez pour ça, si vous êtes sur Paris, pour vous expliquer comment c'est le premier cours, début d'une expérience, vous saurez maîtriser ça à la fin. La première photo, f4, ici, vous voyez, la voici. Donc je l'ai recadré un peu l'autre, je ne suis pas tout à fait en 16/9, mais pas loin. La première photo, donc f4, ISO 100, 1/25e de seconde. 1 seconde 25, excusez-moi, de pause. Résultat des opérations, j'ai une lumière qui est correcte. Vous voyez, l'histogramme ici est plutôt correct. C'est-à-dire qu'il n'est pas très étendu, mais par contre, alors la petite barre à droite, ça veut dire qu'en gros, ce sont les lampes ici qui touchent. Et par contre, vous voyez que ça ne touche pas à gauche. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai aucune partie bouchée sur ma photo. Aucune. Je ne perds aucune information sur ma photo au niveau des parties sombres. Je suis allé dans mon menu sur mon Mark III, dans le style d'image. J'ai pris un neutre en fait au niveau du style, c'est-à-dire que si vous allez dans style d'image dans votre menu sur votre appareil photo, que vous soyez n'importe quel Canon, c'est le même nom. Je vais vous expliquer tout de suite pour Nikon. Donc du coup vous allez dans style d'image, vous prenez soit le standard, soit le neutre. Moi je pars du neutre la plupart du temps. Et ce que j'ai fait, j'ai augmenté mes contrastes. Pour Nikon, pour avoir la même chose, vous allez dans Picture Control ou dans Contrôle d'image en fait, tout simplement, et vous avez la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans le menu standard, neutre ou n'importe quoi, vous allez dessus et vous allez voir qu'en fait il vous indique que vous pouvez avoir un sous-menu, donc selon l'appareil photo que vous avez, je vous renvoie, c'est marqué dessous, de toute façon sur l'appareil photo lui-même, en appuyant sur une touche, donc souvent Nikon c'est en appuyant sur la flèche droite de la petite molette qui est derrière, Canon ça va être soit Jump, soit Info, soit Détail, que vous allez appuyer dessus, et du coup vous allez avoir accès à un autre sous-menu, où dessus vous avez accès à la netteté, le contraste, la saturation et la teinte des couleurs. La netteté en fait va permettre de redéfinir ici les contours des objets. Donc je l'ai augmenté ici. Je l'ai augmenté un tout petit peu. Pas en fond, mais on va dire de 2/3. Le contraste en fait va vous permettre tout simplement de diminuer la lumière des parties sombres et d'augmenter la lumière des parties claires de votre photo. Donc en gros, vous allez élargir votre histogramme. Ici, en fait, j'ai augmenté un tout petit peu les contrastes, parce que vous voyez que mon histogramme est assez serré, donc j'ai augmenté un tout petit peu mes contrastes, de manière à avoir du très clair et du très sombre. J'ai pas trop augmenté mes contrastes non plus, parce que sinon l'effet au niveau des lumières serait un peu trop bizarre. Donc du coup, voilà, j'ai fait de manière à pas toucher à gauche, c'est-à-dire de ne pas perdre de partie sombre sur ma photo, et du coup, d'une partie droite qui n'est pas trop cramée. Donc je vous renvoie vers le tutoriel que j'ai fait l'autre fois en vidéo sur la prise de photos de nuit. Vous verrez que justement je détaille vraiment l'utilisation de l'histogramme, c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler là-dessus ici aujourd'hui. Donc je vous disais, ISO 100, 17 mm pour toutes les photos. Résultat des opérations, je peux jouer juste sur l'ouverture et le temps de pause pour modifier la photo. Vous allez voir que c'est intéressant de nuit, quand vous avez des lumières artificielles comme ça, de modifier votre ouverture. Parce que l'effet au niveau de la lumière va pas être la même. Alors je ne parle pas au niveau de la luminosité, je parle des effets des halos de lumière. Par exemple, regardez ici le centre de ce pilier-là. Vous voyez la luminosité. Regardez pas le bas, parce qu'en fait sur la deuxième photo, que je vais vous faire voir tout de suite, il y a une voiture qui est passée, donc du coup en fait elle a éclairé le bas du poteau. Regardez le centre ici. Vous allez voir que la lumière est la même entre cette photo ici et cette photo ici. J'ai la même lumière en fait sur la photo. Vous voyez ici? J'ai la même lumière. Alors ici en fait, comme ça éclaire un peu, ça paraît légèrement plus sombre, mais en fait c'est exactement la même lumière.
Pourquoi? Bien, tout simplement parce que je sais manier mon triangle d'or, on va dire, en photo, heureusement. Et c'est ce que j'apprends en premier stage, début d'une expérience, aux personnes qui passent chez moi pendant une journée. Donc le truc, c'est ça, c'est la base même de la photo. Si vous maîtrisez pas ça, vous pouvez pas aller plus loin. Donc ici, ISO 100, c'est un des, on va dire, un des sommets en fait du triangle, l'ISO, le temps de pause et l'ouverture. C'est ça qui va me permettre de contrôler ma lumière sur les photos. Donc ISO 100, j'ai dit je ne bougeais plus. Donc il me reste plus que l'ouverture et le temps de pause. Première photo, ici F4, donc à 1 seconde 25. Si je ferme de moitié mon ouverture, en gros, j'aurai 2 fois moins de lumière à rentrer pendant mon ouverture, eh bien il faut tout simplement que je prolonge mon temps de pause par 2 pour avoir la même lumière. Vu que j'ai 2 fois moins de lumière à rentrer, il me faudra 2 fois plus de temps pour cumuler la même lumière. Donc, si je ferme de F4 à F5.6, il faut que je double ma vitesse, je multiplie par 2 mon temps de pause, excusez-moi, c'est l'inverse, et si je ferme de 5.6 à F8, qui est le cran d'après, je double encore mon temps de pause. Résultat des opérations, 1/25e de seconde, à 5.6 ça ferait 2 secondes et demie, et du coup à F8 ça ferait 5 secondes, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là sur cette deuxième photo, je suis toujours à ISO 100, mais à F8 et 5 secondes, alors que tout à l'heure j'étais à F4, ici, sur celle-ci, avec 1 seconde 25 de pause, c'est-à-dire 4 fois moins de temps pour 4 fois plus d'ouverture, ici 4 fois plus fermé pour 4 fois plus de temps de pause. Ensuite, on continue, si je ferme encore de 2 crans, donc l'écran d'après F8 c'est F11, F16, donc pareil, à chaque cran je diminue par 2 ma lumière, donc de F8 à F16 j'ai diminué par 4 ma lumière, par mon ouverture, donc il me faut 4 fois plus de temps pour prendre ma photo, donc de F8 5 secondes, je suis passé à F16 20 secondes, je multiplie par 4 le temps de pause. Et voilà, j'obtiens ça. Alors il y a des petites différences de lumière, entre autres ici en bas à cause de ça. Mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Pourquoi fermer autant à F16 plutôt que de rester à F4 où du coup j'ai un temps de pause beaucoup plus court, 1 seconde 25, ce qui me permet de ne pas avoir de voiture à passer sur ma photo. Eh bien si vous regardez bien entre les deux, c'est-à-dire qu'ici je suis à F16 à 5 secondes de pause, et ici à 20 secondes de pause, je vais y arriver, et ici je suis à F4 à 1 seconde 25. Regardez bien au niveau de la lumière la différence. Voici les deux photos l'une à côté de l'autre. Vous voyez bien que j'ai ici F16 à 20 secondes de pause et ici F4 à 1,25 secondes de pause. Donc résultat des opérations, ça donne quoi? Ça donne que les effets de lumière sont pas les mêmes. La luminosité sur mon pont est exactement la même. Ça a changé un tout petit peu derrière du fait que on a l'impression que c'est plus sombre à cause des lumières qu'on a devant, mais c'est pas énormément plus sombre. Alors, deux choses intéressantes sur la deuxième, c'est-à-dire celle qui est à F16 ici, c'est-à-dire que je vais avoir non seulement les halos de lumière ici, mais aussi la profondeur de champ. Si je vais sur le développement, je grossis ici les photos. Par exemple, la première, F4, ici, 1 seconde 25. Quand je grossis ici, le temps qu'il arrive, vous voyez, ici la profondeur de champ n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'ici c'est flou en fait, ici au niveau des piliers du pont. C'est dû aussi à autre chose, c'est ce qu'on appelle les aberrations chromatiques. Pour faire très simple, on va dire que ça floute la photo du fait que ça rajoute en fait des traits, on le voit ici, hein, le bleu sur le bord du poteau. Donc en gros, quand vous ouvrez trop, vous avez des aberrations chromatiques. Quand vous êtes en grand angle, ça se voit beaucoup plus encore que sur les autres modèles. Et quand vous fermez trop, à l'inverse, vous avez les problèmes de diffraction. Si je passe à celle qui est à F16, vous voyez que la netteté est bien plus grande. Donc j'ai une plus grande profondeur de champ, résultat la netteté de mon pont est bien meilleure. La contrepartie, c'est ces fameuses lumières, ces halos de lumière qui apparaissent autour, que vous voyez, je n'ai pas du tout ici. Donc, d'un autre côté, c'est ce que j'ai gardé, c'est ce que je voulais. À quoi c'est dû ces fameuses halos de lumière? Quand je ferme de F4 à F16, je ferme le diaphragme de mon objectif, comme vous voyez ici sur les graphiques. Résultat des opérations, ce qui se passe, c'est que il y a un système de diffraction qui apparaît. Donc, en gros, c'est un phénomène physique qui apparaît petit à petit au fur et à mesure que je ferme mon objectif. Vous pouvez le voir ici, regardez. Ici, F4, F8, F16. Et alors, si je vous fais voir l'autre qui n'est pas tout à fait cadré pareil, puisque j'ai un peu bougé, F22, vous voyez, c'est encore pire. D'accord? Donc, F22, F16, on le voit encore.
F8, ça a beaucoup diminué, mais on peut encore le voir ici. Et F4, on ne le voit plus. La contrepartie, c'est qu'à F4, j'ai beaucoup moins de profondeur de champ qu'à F16. Donc à F16, c'est assez intéressant pour cette lumière-là, c'est dû à la diffraction que je vous disais. Dire qu'en gros, au fur et à mesure que je ferme mon objectif, la membrane de mon objectif, le diaphragme de mon objectif, la lumière, les rayons lumineux viennent percuter les bords de la membrane, ce qui fait que chaque rayon lumineux, au lieu de partir, de continuer en ligne droite, c'est-à-dire ça arrive en ligne droite et partir en ligne droite, eh bien en fait, ça part, on va dire, en étoile au niveau des croisements de mon objectif. C'est-à-dire que l'objectif, ça fait un rond au milieu, mais qui n'est pas tout à fait un cercle, puisqu'en fait, à chaque croisement de membrane, de mon diaphragme, ça fait que j'ai un petit triangle, et on le voit ici, très amplifié, et au fur et à mesure que je ferme, il est beaucoup plus amplifié, c'est-à-dire qu'en gros, ça percute mon objectif, les membranes de mon objectif, et j'obtiens ça. Donc, ce n'est pas dû au temps de pause, c'est dû au fait que je ferme mon objectif. Évidemment, plus je ferme mon objectif, plus j'ai un temps de pause long. Mais à la limite, à F4 avec 30 secondes de pause, j'aurai toujours pas cette étoile-là, alors que à F32 ou à F22 avec 30 secondes de pause, c'est-à-dire le même temps de pause, j'ai cette étoile-là qui apparaît. Donc voilà pour aujourd'hui ce qu'on peut dire sur le problème de diffraction, le choix ici au niveau technique, et je vous ferai un cours pour la fin de la semaine pour les retouches photos que j'ai fait ici, pour passer de cette photo ici, c'est-à-dire la première ici où j'ai pas de voiture en bas, avec cette photo ici où j'ai tous les halos de lumière ici qui sont très intéressants, une bonne profondeur de champ ici au niveau des piliers, à la photo que j'ai finie en fait ici, c'est-à-dire avec des piliers plus bleus, le ciel pas vraiment plus travaillé, et surtout si vous savez observer le sol beaucoup plus propre. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il y a des taches partout, c'est vraiment pas beau, il y a une espèce de cœur là qui a été dessiné, il y a des points blancs partout, il y a l'ombre ici du ghost là qui est là, du personnage qui est resté là, les feux des voitures aussi qui ont disparu. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai supprimé tout ça et ça fait un pilier plus neuf, plus à la limite, oui, il est pratiquement neuf là le pilier si on enlève la rouille qui est ici, et ici la tour Eiffel. J'ai rajouté aussi le feu de la tour Eiffel, donc ça c'est ce qu'on verra lors des prochaines retouches. Alors j'ai fait ça sous Photoshop, mais c'est tout à fait faisable de le faire par exemple sous Photofiltre, qui est un logiciel gratuit. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis à la fin de la semaine pour le tutoriel sur la retouche pour obtenir cette photo ici.